Et on ouvre le premier débat de ce Sénat 360 consacré à la proposition de loi Claes-Leonetti qui revient en discussion au Sénat demain. Trois invités m'ont rejoint sur ce plateau. Michel Amiel, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur RDSE des Bouches-du-Rhône et vous êtes un des co-rapporteurs de cette proposition de loi, je le disais, qui sera débattue demain par le Sénat. Tugdual Derville, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général de l'association Alliance Vita. Merci d'être avec nous. Face à vous, Bernard Devalois, bonjour, médecin, chef de l'unité de soins palliatifs à l'hôpital de Pontoise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Michel Amiel, on l'a vu, le Sénat en commission a cherché, je cite, le meilleur équilibre possible entre les droits des patients et les devoirs des soignants. Pouvez-vous nous dire ce qui a été décidé, puisque en plein procès Bonne Maison, la commission du Sénat a retouché la proposition de loi? Oui, je crois qu'il y a deux actes principaux dans ce projet de loi. Ce sont les directives anticipées et la sédation profonde et continue. Alors, j'emploie souvent une expression, d'ailleurs, que la députée Corinne Bouchoux a repris. Cette loi, effectivement, n'est pas faite pour ceux qui veulent mourir. Et du coup, on balaye d'un revers de main l'argument euthanasique, mais pour ceux qui vont mourir. C'est une loi qui concerne des patients qui sont en fin de vie. Et nous avons souhaité mettre une ligne de crête extrêmement claire entre deux grandes familles de possibilités. Les personnes qui peuvent manifester leur volonté et ceux qui ne peuvent pas, dans le cadre, par exemple, d'un accident de la circulation, d'un coma. Moyennant quoi, la sédation profonde et continue, je dirais, est un outil qui est déjà utilisé, qui existe, que les spécialistes de soins palliatifs utilisent couramment, qui est recommandé par la Société française de soins palliatifs. Là où nous avons été extrêmement précautionneux, c'est sur le fait de bien prendre garde que cette pratique ne soit pas systématique. Il ne s'agit pas d'une pratique systématique, il s'agit d'une possibilité dans des cas bien précis, et en particulier, encore une fois, fin de vie, douleur réfractaire. Voilà, dont la souffrance serait réfractaire à tout autre traitement, c'est ce qu'a décidé le Sénat. Voilà, et sous le terme de souffrance, il faut entendre bien sûr la douleur physique, générée par exemple par des tumeurs cancéreuses, etc., mais aussi la souffrance psychologique. On a été extrêmement précautionneux et je refute l'idée selon laquelle cette sédation profonde et continue serait une porte ouverte à une euthanasie dissimulée. Ouais. Alors peut-être on va faire réagir Tugdual Derville. Justement, que pensez-vous de la décision du Sénat? Êtes-vous inquiet d'une possible dérive euthanasique? Oui, nous restons inquiets, même si je reconnais qu'avec notamment la question des douleurs réfractaires comme condition, j'aurais préféré peut-être douleur par rapport à souffrance, que les souffrances peuvent toujours être accompagnées. La douleur quand elle est réfractaire, mais c'est exceptionnel. Le risque pour nous, c'est effectivement... qui a été retenu par le Oui, Sénat. peut-être j'aurais préféré douleur réfractaire, parce que le risque effectivement, c'est qu'on laisse croire qu'en endormant les personnes, on va régler le problème de ce qu'on appelle le mal mourir en France. On l'a vu, vous avez cité l'affaire Bonne Maison, et c'est vrai qu'on voit bien que le docteur Bonne Maison a utilisé de l'hypnovel, un puissant sédatif, un sédatif tout à fait légitime dans bien des circonstances, utilisé avec précaution en soins palliatifs. Il l'a utilisé pour donner la mort à un patient. En tout cas, il a été convaincu d'empoisonnement avec de l'hypnovel. Et donc, nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'effectivement, nous puissions recommander la sédation à titre toujours exceptionnelle, parce que c'est pas de gaieté de cœur qu'on coupe toute relation avec le patient jusqu'à la fin de sa vie. Nous préférerions qu'elle puisse être réversible pour justement ne pas lui donner ce caractère d'euthanasie masquée qu'elle risque d'avoir, et puis qu'on s'attache véritablement à mettre en place les soins palliatifs, parce que ce qui est notre reproche, je dirais au gouvernement, une forme de colère d'ailleurs, c'est qu'à chaque fois que cette loi fin de vie avance, le gouvernement a promis un plan de développement de soins palliatifs qui n'est toujours pas à l'œuvre. Et du coup, il y a des discriminations entre les régions. Et donc, nous sommes inquiets de... On va faire réagir Bernard Devalois, justement. Est-ce que, alors, ce texte qu'on l'a vu, qui évolue au gré des navettes parlementaires, est-ce qu'il répond aux attentes de la communauté médicale? Alors moi, et avec tout le respect que j'ai pour le travail du Sénat, je suis un peu inquiet du texte tel qu'il a finalement pas été voté en première lecture, et du texte qui est très similaire, qui est sorti du travail des commissions, notamment de la commission des affaires sociales, car sur un certain nombre de points, pour moi, c'est une régression, y compris, alors moi qui suis un praticien de terrain, je n'ai pas de position idéologique, j'ai juste la vraie vie de s'occuper des patients tous les jours en fin de vie. Par rapport à la proposition initiale qui avait été faite par un député de gauche, un député de droite, et qui ont beaucoup consulté les gens de terrain, et qui me semblait beaucoup plus juste. Alors, deux points. Un premier point
point qui, pour moi, me paraît être une aberration en tant que médecin, c'est que le Sénat, revenant sur ce qu'avait dit le Conseil d'État, ce qu'avaient proposé messieurs Claes et Oletti, disant que la nutrition et l'hydratation artificielle était un traitement, et donc qu'à ce titre, il était parfois utile, mais qui pouvait être parfois déraisonnable, écrit que l'hydratation peut être maintenue jusqu'à la fin. Or, ça, c'est le rétablissement de l'acharnement thérapeutique. Hydrater artificiellement un patient qui ne peut plus se nourrir artificiellement, c'est juste le prolonger de quelques semaines pour une vie qui va être vraiment pas confortable. Donc, c'est de l'acharnement thérapeutique. Premier point. Deuxième point qui me pose problème, c'est que la proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée nationale encadre de manière très précise une pratique qui était déjà possible par la loi de 2005, qui est la sédation profonde et continue jusqu'à ce que le décès survienne, alors que, tel que les choses sont écrites dans le texte qui va être soumis au Sénat, on n'encadre pas la question de comment on répond à la demande de sédation d'un patient. On dit, vous n'avez le droit de faire une sédation profonde et continue que dans 2 conditions. Ce qui veut dire que pour nous, ça revient avant 2005. Alors, et donc ça, c'est un vrai problème. Michel Amiel, que répondez-vous à Bernard Devalois qui, effectivement, s'inquiète de ce qui a été décidé en ce qui concerne l'hydratation, notamment? Oui. Alors, je vais peut-être réagir là, si vous voulez bien, en tant que médecin, autant qu'en tant que sénateur. Parler d'hydratation artificielle comme acharnement thérapeutique, ça me paraît peut-être un peu exagéré. Vous savez très bien que ce n'est pas parce qu'on va perfuser 500 cc de sérum film de glucosé qu'on va maintenir pendant des mois, et je sais ce que vous allez Pas des mois, des semaines. Oui, ou pendant des semaines, la vie. Alors, acharnement thérapeutique, on dit plutôt obstination déraisonnable actuellement. Je rappelle quand même que pour administrer des substances telles que celles qu'on peut utiliser, que ce soit morphine ou hypnovel, il faut bien aussi avoir une voie veineuse. Je rappelle aussi la symbolique extrêmement forte. Il y a un rapport qui est sorti très intéressant du comité d'éthique de l'hôpital Cochin, où il est dit que la symbolique d'arrêter la perfusion est quelque chose d'extrêmement fort. Je ne crois pas qu'on est dans l'hypocrisie, je crois qu'on est simplement dans le fait de dire à un moment donné, il y a un accompagnement du patient, il y a aussi un accompagnement de l'entourage. Vous savez, quand on interroge les gens, on va par exemple arrêter un respirateur, on va accompagner l'arrêt du respiration. Mais souvent, toujours, ils nous disent, mais vous allez arrêter l'hydratation, il va mourir de soif. Et oui, et on lui explique justement qu'il ne va pas mourir de soif. Toute la littérature internationale, je viens de publier un article dans une revue que vous connaissez, qui s'appelle La Presse médicale, qui a aussi été publiée dans une revue plus technique, qui s'appelle Nutrition clinique et biologique, où je démontre à travers l'analyse internationale de la littérature que ce que vous venez de dire est effectivement quelque chose qui est dans l'opinion publique, mais qui est faux. C'est-à-dire que l'hydratation artificielle est une pratique maltraitante lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'une nutrition artificielle. Moi, je peux comprendre la position que je respecte de certains de mes patients qui disent « moi, je veux qu'on continue, les deux, il n'y a pas de problème ». Mais arrêter la nutrition artificielle en maintenant l'hydratation artificielle, il s'agit vraiment d'un gros problème. Pour éviter la sensation de soif, nos collègues, notamment infirmières et aides-soignantes, elles savent très bien faire les soins de bouche. Oui. Hein. Là, on a démontré sur un plan scientifique que l'hydratation artificielle ne règle pas le problème. Je voudrais qu'on entende sur ce point, Tuc de Alderville. Moi, ce qui nous inquiète surtout, c'est au fond que s'établissent, sans qu'on le dise, des protocoles pour provoquer la mort qui combinent la sédation, c'est-à-dire j'endors, et l'arrêt d'hydratation. Parce que si on n'hydrate pas quelqu'un qui dort, qui est dans le coma, ou qui est en tout cas anesthésié, au bout de quelques jours, la personne meurt. Et c'est ça qui nous inquiète beaucoup. Et on le voit parfois, nous avons des personnes dans notre site à SOS Fin de Vie qui viennent nous voir parce qu'il y a un refus de mettre en place une hydratation artificielle. Je pense à une personne en réanimation, pas forcément en soins palliatifs. Et le mari doit se battre, les profs doivent se battre. Mais pourquoi? Parce que la personne elle est en fin de vie. Et oui, mais mon amie Amélie a eu finalement, grâce à son mari, une hydratation et une alimentation, et elle est sortie de son coma. Elle était en fin de vie, mais les médecins avaient décidé qu'elle devait être en fin de vie, parce qu'ils considéraient qu'elle aurait des séquelles de son traumatisme crânien très, très lourd, et donc des atteintes de cerveau. Donc nous voyons, nous, que derrière des formules, justement, assimilant l'hydratation à de l'acharnement thérapeutique, eh bien, on risque d'aboutir à la mise à mort, entre guillemets, de personnes très dépendantes. Bernard Devalois, ensuite. Alors, juste sur cette question, hein, ça a été rajouté sans qu'on l'entende bien, l'hydratation et la nutrition. Mais là, moi, ce qui vraiment me choque, c'est l'arrêt de la nutrition avec poursuite de l'hydratation. C'est là où est effectivement le problème. Ensuite, deuxièmement, pour éviter
ce qui pourrait être, et moi je suis d'accord avec le Sénat quand ils disent attention à ce qu'il n'y ait pas une dérive vers la sédation euthanasique, je partage la même chose. Donc c'est pourquoi ces pratiques de sédation profonde et continue ne doivent être réservées, comme c'est indiqué clairement dans le texte de la proposition de loi telle que votée par l'Assemblée nationale, sur des gens qui vont mourir dans les jours qui viennent. Si ils ont 15 jours, 3 semaines, 1 mois, alors oui, ça peut être la sédation avec l'arrêt de l'hydratation qui entraîne le décès. C'est pourquoi ces pratiques ne sont réservées qu'à des gens qui vont mourir. Oui, mais vous savez que Amiel, cette notion de court terme... S'il vous plaît, Pardon, oui. on va faire agir Michel Amiel. Après, Le problème, c'est la temporalité. Effectivement, peut-on véritablement savoir quand est-ce que le patient va mourir? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Et c'est là et encore, on n'a pas abordé un sujet ô combien difficile, c'est celui de la néonatologie. Il est tellement insupportable qu'il a été totalement... quasiment, totalement éludé. Ce n'est pas un oubli, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à faire rentrer dans le cadre de la loi, même si en théorie, effectivement, nourrisson, c'est un être vivant qui ne peut pas s'exprimer, mais on est encore dans une autre dimension. Non, c'est un problème de temporalité. On ne sait pas. Je le répète, c'est une loi pour ceux qui vont mourir, c'est une loi pour la fin de vie. Combien de temps est-ce que ça va durer? Admettez qu'il est quand même difficile d'enlever la perfusion. La perfusion, je préfère presque dire la perfusion que l'hydratation, et d'attendre les bras croisés. C'est pas pareil. Par ailleurs, mais je sais bien que c'est pas pareil. Par ailleurs, comment vous administrez les produits de sédation si ce n'est par la dite perfusion? Bien sûr, attendez, attention, ne confondons pas, et vous avez raison. Perfusion et hydratation. Perfusion et hydratation. Tous nos patients ont un accès veineux, ont une voie veineuse. Oui. Par contre, je vous invite, l'un et l'autre d'ailleurs, à venir dans notre unité de sauvegarde, comme dans bien d'autres, où je peux vous garantir que je ne suis pas sur un discours théorique, mais sur une pratique. Nos patients n'ont pas d'hydratation artificielle et ils n'ont pas soif parce que nous leur faisons des soins de bouche. Nous demandons aux familles de participer à ces soins de bouche qui consistent à humidifier, à hydrater les muqueuses qui sont sèches parce que les gens y respirent par la bouche. Donc là, pour le coup, vraiment, je vous assure que je ne parle pas de théorie, mais de pratique quotidienne. Et vraiment, je vous invite à venir. Et nous travaillons avec énormément de praticiens de soins palliatifs qui nous disent qu'il y a un malaise. Je crois que dans le monde des soins palliatifs, je suis désolé peut-être de contredire Bernard de Valois, il y a aujourd'hui un grand malaise autour de l'idée que la sédation viendrait régler le problème. Et comme vous l'a dit le sénateur Amiel, nous ne savons pas. Les études médicales montrent que lorsqu'on pronostique la mort de quelqu'un, à quelques jours, quelques mois, quelques semaines, on se trompe toujours. Et je dirais presque c'est tant mieux. Parce que la mort, c'est consentir à l'imprévisible. Donc faire fantasmer les Français en leur disant « on va mourir endormi, maintenant vous mourrez tranquillement endormi », on omet de dire qu'on perd sa liberté parce qu'on est endormi artificiellement, on perd sa liberté. Et oui, mais la sédation, c'est l'image. Bernard de Valois. Ce que dit la loi, aussi bien dans la version Assemblée nationale que Sénat, c'est que c'est réservé. Il y a des conditions très strictes, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait des souffrances réfractaires à tout autre traitement. Oui, mais ça, tout autre traitement, c'est que pas dans la loi. C'était pas, c'est pas la loi de l'État. Oui, le Sénat. Ça vient d'être ajouté par le Sénat, effectivement. Dans la proposition de loi, bien entendu que ces conditions-là sont écrites. Le Sénat l'a reprécisé. Non, là-dessus, c'est pas là-dessus que le Sénat a enlevé une circonstance, mais elle n'a pas touché celle où c'est à la demande du patient et qui doit avoir un pronostic vital réservé à court terme. Ça, j'ai le document à disposition, sans aucun doute. Et deuxièmement, il faut donc qu'il ait des symptômes réfractaires. Et troisièmement, pour être certain qu'il n'y ait pas de dérive, il faut qu'il y ait une procédure collégiale qui vérifie qu'on est bien dans cette application. Michel Amiel, donc le risque de dérive est très faible. J'ai le dernier texte de la Commission, en effet. Oui. Je voudrais apporter une précision sur ce qu'a pu justement préciser le Sénat. Il y a un terme qui nous a choqués. C'est la notion de prolongation inutile de la vie. Vous avez raison. Ce terme, oui, mais c'est un terme qui fait débat et que l'Assemblée nationale n'a pas voulu enlever. Et là, je vous dis, vous avez raison. Vous savez qu'il va y avoir maintenant une commission. Voilà, il va y avoir une commission mixte paritaire. Donc j'en ferai partie, et ça je le défendrai vraiment très fort. Même si c'est pas la vie qui est inutile, mais sa prolongation, il y a une ambiguïté, et je pense que ce mot était maladroit. Après, encore... Je voudrais aussi connaître votre avis, parce qu'on arrive bientôt au terme de ce débat. Oui, en termes de... C'est un télescopage de l'actualité sur le procès Bonne Maison, avec la condamnation en appel de ce médecin urgentiste de l'hôpital de Bayonne. Est-ce que ce texte, finalement, empêcherait de nouveaux procès ? Ce qui est sûr, c'est que les pratiques du docteur Bonnemaison ne rentrent absolument pas dans le cadre de la loi. On s'est beaucoup focalisé dans notre débat sur la sédation profonde et continue. Il y a d'autres notions qui rentrent en ligne de compte. Personne de confiance, c'est important, parce que là on est finalement resté très technique en médecin que nous sommes. Personne de confiance.
collégialité.